Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Alors, comme me l'a gentiment été proposé, je vais faire une vidéo coup de cœur à livre. Donc, j'ai une petite dédicace à Madness qui m'a gentiment proposé de faire cette vidéo. Ce que j'aimerais bien faire aussi, en même temps, peut-être pas en même temps vu que j'ai que demain, mais on peut faire du tapping. Je proposerai de taper le nom des œuvres et des auteurs sur mon ordi. Voilà. Donc j'ai fait un livre, j'en ai sélectionné 20. On commence tout de suite. Je vais à chaque fois vous lire le quatrième de couverture. Donc, hop. Le conte. Monte Cristo. Donc c'est un livre en 2 tomes. « 1815. Louis XVIII, rétabli sur le trône, se heurte à une opposition dont l'empereur, relégué à l'île d'Elbe, songe déjà à profiter. Dans Marseille, livré à la discorde civile, le moment est propice au règlement de compte. C'est ainsi que le marin Edmond Dantès, à la veille de son mariage, se retrouve, sans savoir pourquoi, arrêté et conduit au château d'If. Paru en 1844-1846, le Comte de Monte Cristo est une des œuvres les plus populaires de la littérature mondiale. L'abbé Faria, l'évasion inouïe, le trésor grâce auquel les bons seront récompensés et les traîtres punis. Le destin d'Edmond Dantès possède la simplicité et la force des grands mythes. Conteur éblouissant, Dumas nous entraîne du cabinet du roi à la Méditerranée des contrebandiers, des îles Toscanes aux catacombes de Rome, puis dans les salons parisiens où le mystérieux comte de Monte Cristo se dispose à accomplir sa vengeance. Pour ceux qui aiment les gros livres, voilà, on a ça, qui est en 2 volumes qui font à peu près tous les deux 800 pages, 700-800 pages. Ensuite, mon livre favori. Ah oui, je noterai aussi les titres en anglais pour ceux qui veulent lire les œuvres anglaises.
personnes. Daisy Daisy Buchanan. Elle est élégante, riche, séduisante, mais elle est la femme d'un héritier millionnaire. Avec ce texte devenu un classique, Fitzgerald, sur un air de jazz, une coupe de champagne à la main, met à nu le rêve américain et écrit l'un des plus beaux romans du XXe siècle. Alors déjà, ce roman est court, il est extrêmement bien écrit. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je suis très peu objectif concernant mes romans favoris. Ensuite, Sa Majesté des Mouches de William Golding. Une bande de garçons de 6 à 12 ans se retrouve jetés par un naufrage sur une île déserte. L'aventure apparaît aux enfants comme de merveilleuses vacances. Ils se nourrissent de fruits, se baignent, jouent à Robinson. Mais il faut s'organiser et, suivant les meilleures traditions des collèges anglais, ils élisent un chef. Un gros roman d'aventure, mais surtout un magnifique roman d'apprentissage de la vie en société avec ses règles et ses cruautés. Prix Nobel 1983. Alors oui, il y a quelques prix Nobel dans mes livres. Ça prouve que c'est des bons livres. Après, mon choix n'implique que moi. J'ai découvert ce roman grâce à Emilie S. Rose, qui en parlait, avec laquelle j'ai fait une vidéo en collaboration il y a très longtemps. Ensuite, encore un prix Nobel. Alors celui-là, je l'ai lu en anglais. Le vieil homme et la mer, d'Ernest Hemingway.
sixième, qu'est-ce que je raconte moi? Quand j'étais au collège, mais je devais être en quatrième, cinquième, quatrième à mon avis. Et j'ai adoré. Je lis comme du petit lait. Je devrais même le relire d'ailleurs. Ça fait un petit bout de temps. Et donc, alors c'est un livre à la base en anglais malgré le titre, malgré le nom de l'auteur, Fred Ullman. Alors, je ne puis me rappeler exactement le jour où je décidai qu'il fallait que Conrad devint mon ami, mais je ne doutais pas qu'il le deviendrait. Jusqu'à son arrivée, j'avais été sans ami. Il n'y avait pas, dans ma classe, un seul garçon qui répondit à mon romanesque idéal de l'amitié, pas un seul que j'admirais réellement, pour qui j'aurais volontiers donné ma vie, et qui eût compris mon exigence d'une confiance, d'une abnégation et d'un loyalisme absolu. Franchement, c'est un roman très court. Il fait moins de 100 pages. Vraiment très bien. Ensuite, alors, il y en a deux de Steinbeck. Donc il y a Des souris et des hommes. C'est le premier Steinbeck que j'ai lu. Alors j'ai vraiment bien aimé ce livre qui est aussi assez court. Mais au niveau de l'histoire, je pense que j'ai une petite préférence pour la perle. Lenny serra les doigts, se cambronna aux cheveux. Lâche-moi, cria-t-elle, mais lâche-moi donc. Lenny était affolée. Son visage se contractait. Elle se mit à hurler et, de l'autre main, il lui couvrit la bouche et le nez. Non, je vous en prie, supplia-t-il. Oh, je vous en prie, ne faites pas ça, Georges se fâcherait. Elle se débattait vigoureusement sous ses mains. Oh, je vous en prie, ne faites pas ça, supplia-t-il. Georges va dire que j'ai encore fait quelque chose de mal. Il me laissera pas soigner les lapins. Il y a d'ailleurs un roman de Stephen King qui est comparé à ce livre. Le roman, c'est Blaze. Et donc le deuxième roman de Steinbeck. Entre les deux, j'avais essayé de lire Les raisins de la colère, mais j'ai pas accroché, j'ai lu une centaine de pages, j'ai pas accroché. Jouant de sa lame comme d'un levier, il le fit céder, et le coquillage s'ouvrit. Les lèvres de chair se crispèrent puis se détendirent. Kino souleva le repli et la perle était là, la grosse perle, parfaite comme une lune. Elle accrochait la lumière, la purifiait et la renvoyait dans une incandescence argentée. Elle était aussi grosse qu'un œuf de mouette. C'était
Walden, La vie dans les bois, ou La vie dans les bois. Je m'en allais dans les bois parce que je voulais vivre sans hâte. Je voulais vivre intensément et sucer toute la moelle de la vie, mettre en déroute tout ce qui n'était pas la vie, pour ne pas découvrir, à l'heure de ma mort, que je n'avais pas vécu. Je trouve cette phrase vraiment puissante. Ensuite, Da Vinci Code de Dan Brown. Un pavé qui se lit vraiment bien, les chapitres sont courts et à chaque fois il y a des nouveaux rebondissements. Alors, enfermé dans la grande galerie du Louvre, Jacques Saunière n'est plus que quelques instants à vivre. Blessé mortellement, le conservateur en chef va emporter son secret avec lui. Il lui reste cependant un mince espoir de ne pas briser cette chaîne ininterrompue depuis des siècles, mais il lui faut agir vite. Une seule personne au monde peut prendre la relève, décrypter le code et être traqué à son tour. Franchement, bon, même si on se dit ah mais bien sûr comme par hasard, c'est vraiment un très bon roman et j'aimerais bien lire Inferno, qui est dans la suite avec Robert Langdon. Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley. Alors ça je l'ai lu en une nuit, je l'ai dévoré. J'ai adoré, le style est vraiment bien. C'est mon dernier coup de cœur en date. Et franchement, j'étais très réticent parce que je suis pas très roman épistolaire. Et pourtant, je l'ai dévoré.
Alors, ce livre a été porté au cinéma par François Truffaut, qui est un grand cinéaste. Ensuite, on attaque les Stephen King, il y en a 3. Ils sont tous très connus. Donc la ligne verte. Paul Edgecombe, ancien gardien-chef d'un pénitencier dans les années 1930, entreprend d'écrire ses mémoires. Il revient sur l'affaire John Caffey, ce grand noir au regard absent, condamné à mort pour le viol et le meurtre de 2 fillettes qui défraya la chronique en 1932. La ligne verte décrit un univers étouffant et brutal, où la défiance est la règle. Personne ne sort indemne de ce bâtiment coupé du monde, où cohabite une étrange souris préposée par un cajun pyromane, le sadique Percy Whitemore, et Caffey, prisonnier sans problème, assez rapidement convaincu de l'innocence de cet homme doté de pouvoirs surnaturels. Paul fera tout pour le sauver de la chaise électrique. Aux frontières du roman noir et du fantastique, ce récit est aussi une brillante réflexion sur la peine de mort. Un livre de Stephen King très différent de ses habituelles incursions dans l'horreur, terriblement efficace et dérangeant. La ligne verte a été adaptée au cinéma par Frank Darabont, avec Tom Hanks dans le rôle de Paul Edgecombe. Je crois que c'est mon premier Stephen King, et franchement j'ai adoré. Il se lit vraiment bien. Le film est aussi hyper connu et il est très très bien fait. Il n'y a rien à dire. Un des plus gros bouquins de Stephen King, si on ne compte pas La Tour Sombre. Ça, je crois que c'est mon Stephen King préféré. Bon, par contre il y a des longueurs, mais il est très très bien. Enfants, dans leur petite ville de Derry, Ben, Eddie, Richie et la petite bande du club des ratés, comme ils se désignaient, ont été confrontés à l'horreur absolue. Ça, cette chose épouvantable tapie dans les égouts est capable de déjecter vif un garçonnet de 6 ans. 27 ans plus tard, l'appel de l'un d'entre eux les réunit sur les lieux de leur enfance, car l'horreur de nouveau se déchaîne, comme si elle devait de façon cyclique et régulière frapper la petite cité. Entre le passé et le présent, l'enfance et l'âge adulte, l'oubli des terreurs et leur insoutenable retour, l'auteur de Shining nous confie à un fascinant voyage vers le mal, avec l'une de ses œuvres les plus amples et les plus fortes. Et un autre Stephen King que j'ai adoré aussi. Marche ou crève. Alors, pour ceux qui aiment les livres, je vous conseille la très bonne vidéo de Lemon Jaune. Qui parle de
Une histoire qui est celle que Nosaka vécut lui-même âgé de 14 ans en juin 1945. Mais Nosaka, c'est aussi un style inimitable, une écriture luxuriante que l'on reconnaît d'abord à son brassage de toutes sortes de voix et de langues. Une prose étonnante, ample, longue, qui réussit à concentrer en une seule phrase des couleurs, hauteurs et dialogues, secoués de mots d'argot, d'expressions crues, d'images quasi insoutenables, qui trouvent ici une beauté poétique et nouvelle. C'est un très très bon bouquin, très très joli, très court aussi, et très bien écrit. Si vous voulez, je vous ferai peut-être une lecture. On arrive dans les 5 derniers là. Alors, j'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian. Alors, c'est le seul Vian que j'ai réussi à lire, vu qu'avec ça j'avais essayé L'écume des jours, ainsi que Et on tuera tous les affreux. Il n'y a que J'irai cracher sur vos tombes que j'ai réussi à lire. Alors c'est pas à mettre entre toutes les mains. Si vous le lisez avec l'espoir de trouver dans J'irai cracher sur vos tombes quelque chose capable de mettre vos sens en feu, vous allez drôlement être déçu. Si vous le lisez pour y retrouver la petite musique de Vian, vous l'y trouverez. Il n'y a pas beaucoup d'écrits de Vian dont il ne suffise de lire 3 lignes anonymes pour dire tout de suite « Tiens, c'est du Vian ». Ils ne sont pas nombreux, les écrivains dont on puisse en dire autant. Ce sont généralement ces écrivains-là qui ont les lecteurs les plus fidèles, les plus passionnés, parce qu'en les lisant, on les entend parler. Lire Vian, lire Léoto, lire la correspondance de Flaubert, c'est vraiment être avec eux. Ils ne truquent pas, ils ne se déguisent pas, ils sont tout entiers dans ce qu'ils écrivent. Ça ne se pardonne pas, ça. Vian a été condamné, Flaubert a été condamné. Ensuite, 2 pièces de théâtre. Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. La lecture est dure au niveau de quatrième de couverture vu que c'est des dialogues. Oberon, j'ai pu voir la flèche enflammée du jeune Cupidon s'éteindre dans les gestes rayons de la lune humide, et l'impériale prêtresse continua dans sa méditation virginale, libre de tout désir. Pourtant j'ai remarqué où est tombé le trait de Cupidon. Il est tombé sur une petite fleur d'Occident, auparavant d'un blanc de lait, désormais empourpré par la blessure de l'amour. Les vierges l'appellent pensée d'amour. Va me chercher cette fleur, je t'en ai montré une fois la plante. Son suc déposé sur des paupières endormies rendra tout homme ou toute femme follement idolâtre de la première créature vivante qu'elle verra. Bon, c'est pas vraiment un dialogue, c'est juste un petit passage d'une tirade, je dirais, d'Oberon. Donc l'acte 2, scène 1. Très bonne pièce. De toute façon, je suis fan de Shakespeare, j'adore. Je suis jamais déçu en tout cas en lisant du Shakespeare. Et enfin, 2e pièce de théâtre. Cyrano de Bergerac.